Bonjour à tous. Nous démarrons avec quelques minutes de retard. En tout cas, nous sommes très heureux de vous accueillir dans cet atelier sur la transition alimentaire en action. Lui, il n'est pas nommé sur le tableau pour des raisons technologiques, mais c'est Thomas Bou qui est en charge dans le groupe Carrefour de mettre en œuvre une action par semaine, 50 actions par an concrètes pour nos clients. Donc c'est la bonne personne pour l'atelier d'aujourd'hui. Merci, bonjour à tous. Voilà, ravi. Je ne sais pas si... Est-ce que vous m'entendez mieux? Voilà. Merci Bertrand, bonjour à tous. Alors je ne sais pas si tout le monde entend bien, sachant que nous, de notre côté, on entend quand même un brouhaha, donc c'est pas facile. Donc ce que l'on va essayer de vous expliquer aujourd'hui, c'est la dynamique mise en œuvre depuis 2018 dans le groupe Carrefour pour mener ce qu'on appelle une transition alimentaire. Mais d'abord, je voudrais vous demander une chose très importante. Ici, dans la salle, qui consomme de l'eau dans une gourde? C'est fou, non? Qui consommait de l'eau dans une gourde il y a 5 ans? Bravo. C'est exactement ça notre métier. Notre métier, on a un métier qui est incroyable. On a un métier en prise avec les consommateurs, on a un métier en prise avec la société, on a un métier en emprise avec les clients, avec vous-même. Et vous voyez, comment on fait pour, il y a 5 ans, savoir que vous tous, vous aurez une gourde. Savoir que vous tous, vous consommerez de l'eau de manière très très différente de la bouteille. Et comment on se projette dans 5 ans? On imagine la bouteille d'eau dans 5 ans? Elle sera comment la bouteille d'eau dans 5 ans? On en aura encore? Tout le monde aura une gourde? On se servira de l'eau au robinet? En fait, c'est ça la transition alimentaire. La transition alimentaire, c'est essayer de comprendre le client aujourd'hui. Ça, c'est du marketing. Comprendre le client aujourd'hui, c'est du marketing. D'accord? Ensuite, comprendre le client demain. Se dire qu'est-ce qu'il va consommer demain, le client? Quelles sont les toutes petites tendances de consommation? Et ces tendances-là, on va les appuyer. On va appuyer un maximum pour qu'elles deviennent réelles. Donc dans notre speech, vous allez voir, il va y avoir 2 types d'actions. Il va y avoir des actions qui correspondent aux clients d'aujourd'hui et des actions qui correspondent aux clients de demain. Et j'espère que ceux d'entre vous qui ont levé la main, puisque déjà il y a 5 ans consommés en gourde, peuvent nous aider à se poser la question de que consommera-t-on demain et après-demain. C'est vraiment cette transition-là qu'il faut faire. La deuxième chose qu'il faut comprendre pour bien comprendre qui nous sommes, le groupe Carrefour, les magasins Carrefour que vous connaissez, je pense, sont des magasins où on accueille tout le monde. Qu'on soit un écolo, qu'on soit un pas écolo, qu'on soit un anti-écolo, qu'on soit quelqu'un qui cherche le prix absolument, qu'on soit quelqu'un qui cherche les produits bio ou pas bio. Ça, pour comprendre ce que nous, on a à vous raconter et pour comprendre la transition alimentaire, vous devez vous imprégner de ça. Donc oubliez le fait qu'on soit un super spécialiste de l'écologie, d'accord? Nous sommes des généralistes et notre métier, c'est d'emmener l'ensemble de la population à une autre consommation. D'emmener l'ensemble de la population à une autre consommation. C'est ce qu'on appelle la transition alimentaire pour tous. Et le pour tous a tout son sens. Alors, est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Ok. Bon, ça va aller, on va pas être trop challenger, je pense. Le premier point, pour vous dire qu'en fait, dans une entreprise comme Carrefour, on a 5 grandes thématiques sur lesquelles on doit construire une histoire, sur lesquelles, en fait, on doit développer, ce sont des enjeux qui nous sont attribués et sur lesquels on doit construire une histoire qu'on appelle, nous, une equity story. Le premier, c'est le climat. On a un engagement de neutralité carbone 2040. Le deuxième, c'est la biodiversité. La biodiversité, ça vous dit quelque chose ou pas? Comment un acteur de la distribution peut agir sur la biodiversité? Personne? Suppression des pesticides, réduction des pesticides, produits biologiques, 1. Ensuite, local, on verra après. C'est pas de la biodiversité. C'est dans le climat. Bon, je vous aide. 2, la pêche. 3, la lutte contre la déforestation. Et 4, le combat contre les OGM. D'accord? Ce sont les 4
axe de notre stratégie de biodiversité. Le combat contre les OGM, sachez qu'il date de 98-99. On n'entend plus beaucoup parler des OGM. Je vous assure que c'est une thématique dans le monde qui est une thématique clé, et sur laquelle un distributeur comme nous doit avoir une position très très claire. D'accord ? Nous, c'est non OGM. On a même poussé le bouchon jusqu'à supprimer les OGM dans l'alimentation animale, avec une alimentation non OGM. Donc mon deuxième enjeu, c'est la biodiversité. Le troisième, c'est quoi ? La santé. La santé, la nutrition. L'obésité, elle est aux portes de l'Europe. D'accord ? Elle est une réalité dans énormément de pays. Donc maintenant, nous, on doit être un acteur du retail qui doit vous aider à vous, les consommateurs, à manger mieux, à manger différemment, mais à manger aussi peut-être plus local, à manger aussi peut-être de manière moins carnée, à équilibrer votre assiette. Avec votre assiette, elle ait un impact climatique moins fort, etc., etc. Donc, troisième enjeu, santé. Quatrième enjeu, l'inclusivité. Ressembler à la société dans laquelle on vit. Et le cinquième enjeu, c'est le devoir de vigilance. C'est la vigilance dans notre chaîne d'approvisionnement. D'accord ? Comment on réussit à être vigilant dans nos approvisionnements, dans nos achats, etc. Ça sont les 5 thématiques clés sur lesquelles nous devons travailler à long terme. Après, les 5 demandes des consommateurs. 1. Le bio, l'agriculture durable. 2. Le zéro plastique. 3. Le zéro gaspillage alimentaire. 4. Le local à cet endroit-là. Et 5. La nutrition. Sur ces 5 enjeux, ce qu'il nous faut, c'est essayer de se dire comment on va innover. Comment va-t-on innover sur le sujet du gaspillage alimentaire, par exemple ? Est-ce que vous savez ce que fait un distributeur contre le gaspillage alimentaire ? Oui. 1. Le don aux associations. En effet, vous savez que chaque magasin chez nous a un contrat avec les associations pour donner les invendus alimentaires. Oui. Ouais. Les produits qui arrivent à limite de date, près de la DLC, on les vend à moins 30%. D'accord ? On les vend dans des zones spécifiques ou on les vend directement en rayon. Oui. Qu'est-ce qu'on fait encore ? Dons aux salariés. Non. On fait dons aux associations. C'était une bonne idée, mais dons aux associations. Transformation des produits. Les croissants du lendemain, on en fait des croissants aux amandes. En Espagne, on fait des croissants secs, on fait des croûtons. Le pain, on en fait des croûtons. Le pain, on le donne aux animaux, on le donne aux différents zoos, etc. Oui. Qu'est-ce qu'on fait encore ? Le vrac. Le vrac permet d'éviter le gaspillage à la maison. C'est vrai. Mais ça, on y revient. La juste quantité, on y revient. Qu'est-ce qu'on fait encore ? On vend des produits après la date. Dès que la DDM est dépassée, on les vend jusqu'à un mois après, à moins 50%. Ensuite, on change les dates. Les bonbons chez Carrefour, les dragées, on a supprimé la date. Ensuite, on agit pour allonger les dates. 450 produits sur lesquels on a allongé les dates de consommation. Et puis après, il faut innover. Ça, c'est la basique. C'est le basique. Après, il faut innover. Et là, par exemple, Thomas a créé ce qu'on appelle les boîtes zéro gaspille. Les boîtes zéro gaspille, oui. Merci beaucoup, Bertrand. Donc ça fait partie des actions qu'on vient tester. En fait, nous, on a aussi un rôle chez Carrefour, c'est-à-dire que il nous faut pouvoir innover, trouver tous les jours des nouvelles idées. Et notre objectif, c'est de les tester. Donc, on travaille avec des externes, on reçoit les idées de tout le monde. Et puis, là, on a travaillé avec un cartonnier qui nous a fabriqué la boîte. Pourquoi ? Parce que on a des invendus alimentaires et qui représentent énormément de gaspillage alimentaire. Donc, le premier rayon pourvoyeur de gaspillage alimentaire dans nos magasins, c'est le rayon du fruit et légumes. Donc, il a fallu trouver une solution. Voilà. Donc ça, on l'a conçu avec un Goé Frémont, donc des partenaires qui sont très moteurs. Hein. C'est aussi ça notre plan d'action, c'est aller chercher des alliés pour trouver des solutions, pour innover. Et on l'a testé dans 10 magasins, ça a fonctionné. Voilà, ça c'était il y a 1 an. Et aujourd'hui, vous retrouvez des paniers qui nous permettent de limiter le gaspillage alimentaire de nos magasins. Et on en a vendu le 1 000e le mois dernier, donc on est très fiers. Mais vous voyez l'enjeu, pour parler l'enjeu réel pour chez nous. Vous voyez cette aubergine. Cette aubergine, elle est un petit peu abîmée là. Et vous savez que les clients n'en ont pas voulu. Les clients nous l'ont laissée. Donc elle reste en fin de journée.
Et cette aubergine en fin de journée, soit vous réussissez elle est un peu trop mûre, etc. Il vous faut une solution. Tous les magasins du monde sont confrontés. Et donc la solution qu'a trouvé Thomas, c'est de les mettre dans une boîte et de faire un mix dans la boîte. Ce qui fait que le client achète la boîte à un prix fixe. Et il achète l'ensemble de la boîte avec tous les produits à l'intérieur et à lui de les cuisiner. Donc on arrive à jongler entre un sujet anti-gaspi, mais aussi un sujet d'aide à la consommation de fruits et légumes. Et en fait, ça a fait 1 million de ventes. On a vendu 1 million de paniers comme celui-là, qui ont permis peut-être à des consommateurs de découvrir de nouveaux produits. Mais vous voyez, sur l'anti-gaspi, c'est des choses basiques chez nous. Hein. Hop, je vous montre. Ça, la banane. Pourquoi la banane, elle est importante à votre avis ? Pourquoi on travaille en priorité sur la banane, sur les fruits et légumes ? Elle est importée. Et ensuite, c'est le premier chiffre d'affaires d'un rayon fruits et légumes dans tous les pays du monde. D'accord ? C'est le fruit et légumes le plus vendu dans le monde. Ok ? Donc peut-être que chacun de vous, quand vous faites les courses, vous achetez une fois des bananes. Par contre, sur votre liste de bananes, vous n'avez pas écrit 1 kilo de bananes. Vous avez écrit quoi ? Sur la liste de courses, c'est écrit quoi, à votre avis ? 4 bananes, 3 bananes, 5 bananes, 6 bananes, c'est pas écrit le kilo. Donc en fait, vous arrivez en magasin. Et puis là, en fait, vous allez enlever une banane qui vous plaît pas. Celle-là, elle est un peu moche, vous voyez. Elle a des traits, etc. Vous allez l'enlever. Hop. Et vous allez rester avec 4 bananes. Donc vous êtes content, vous avez vos 4 bananes, vous les trouvez belles, etc., etc. Mais nous, celle-là, elle reste. C'est ce qu'on appelle la banane célibataire. Dans tous les magasins du monde, cette banane, elle devient célibataire en fin de journée. Et cette banane célibataire, figurez-vous, c'est 7% de nos ventes. Et personne ne l'achètera. Si je vous mets un rayon devant vous, rempli de bananes célibataires, eh ben, vous n'en achèterez pas. Parce qu'en fait, vous allez acheter plutôt des bananes qui sont solidaires, qui sont vendues en main. C'est ça, la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est de dire comment je fais pour marier les bananes, quelle solution je trouve pour éviter que les clients désolidarisent les bananes et comment je fais pour réussir à les vendre. Puisque vous avez raison, elles sont importées, hein, et il faut qu'on réussisse à les vendre très rapidement. On a très peu de temps pour les vendre. Donc ce que je veux essayer d'illustrer avec ça, c'est que l'innovation, faut pas aller la chercher trop loin. Hein, faut pas trop se prendre la tête, quoi. Faut juste écouter les clients, être dans un magasin, bien regarder et trouver des solutions très concrètes. Et ce que j'ai ici d'illustrer avec ça, c'est que, vous voyez, la transition alimentaire, bien sûr, c'est un grand programme. C'est un programme mondial. Mais il doit se traduire par des gestes hyper concrets au quotidien, au service des clients. On va vous donner un autre exemple. Tu as le sac fruits et légumes. Ouais. Vous voyez, quand on a enquêté en 2018, quand on a demandé aux consommateurs quel était le plastique qui les gênait le plus, à votre avis, ils ont répondu quoi ? Le plastique dans un magasin qui les gêne le plus. Plastique, fruits et légumes. D'abord fruits et légumes bio, et ensuite fruits et légumes conventionnels. Donc c'est ça qu'en 2018, on a supprimé le plastique des bananes, et on a supprimé le plastique du fameux concombre. Est-ce que quelqu'un se souvient du plastique qui entourait le fameux concombre ? Une ineptie. Mais aujourd'hui, vous dites que c'est une ineptie. Mais ceux qui l'ont fait dans les années, je sais pas moi, 2014, pour eux c'était normal. Pour eux c'était quoi l'objectif ? Mettre le plastique au concombre, c'était quoi l'objectif ? Pardon ? Conservation. Réduire le prix ? Non, ça augmente le prix de mettre du plastique. Hein. T'entends ? Enlever le plastique, c'est réduire le prix. Non, pas forcément. Non. Le plastique a été mis pour éviter le gaspillage alimentaire. Parce qu'en fait, grâce au plastique, tu réussissais à avoir une chaîne d'approvisionnement plus longue. Nous, quand on a décidé d'enlever le plastique, vous imaginez tout ce qu'il a fallu changer ? Il a fallu changer toute la supply chain, il a fallu réduire de 2 jours entre la cueillette et la mise en marché, etc. Donc en fait, il faut changer toute la mécanique. Et ce plastique, on l'a enlevé. Ça a créé en 2020 la loi qu'on appelle la loi AGEC. La loi AGEC a imposé à tous les distributeurs de supprimer le plastique. Et donc nous, il nous faut trouver de nouvelles idées. À votre avis, c'est quoi le rayon du futur dans les fruits et légumes ? C'est quoi le rayon du futur ? C'est quoi ? C'est quoi le rayon du futur ? On vient tous avec notre sac. On vient tous avec notre sac. Et si vous allez voir, en fait, là-bas, il y a une entreprise qui fait des balances. Et sur les balances, vous verrez, ces sacs sont déjà tarés. Donc, est-ce que quelqu'un croit
qu'un jour, tous les clients viendront avec leur propre sac chercher des fruits et légumes dans les magasins. Est-ce que quelqu'un y croit? Levez la main, ceux qui y croient. C'est énorme. Il y a 2 ans, personne n'y croyait. Et qui le fait aujourd'hui? Oh, bon, là, c'est encore plus énorme. Là, par contre, je peux vous dire que c'est pas ce que l'on voit en magasin, nous, dans nos magasins. Hein, donc, mais oui. Le produit de saison, c'est un très gros sujet chez nous. Ça veut dire que, en fait, on a essayé. Je reviens dessus après. Mais vous voyez, en fait, il faut lancer le projet quand les Français sont prêts. Ou quand les Espagnols sont prêts, etc. Vous voyez, par exemple, les produits moches, les légumes moches. Quand on les a lancés la première fois en 2015, on a fait un flop. Ça n'a pas marché. Là, on le lance, je vous l'ai dit, on a vendu 1 million de paniers, ça marche. Ces sacs-là, si je les vends il y a 2 ans, ça se vend pas. Aujourd'hui, je peux pas dire que ce soit un carton plein. Mais les mains levées me font dire que c'est la bonne direction. Ce que je veux illustrer, c'est qu'il faut croire, il faut y croire. Il faut y croire, il faut tenir. Après, il faut sortir au bon moment. Vous voyez, on a enlevé le carton du dentifrice il y a 6 ans. Les ventes de dentifrice, elles ont chuté. On enlève le carton maintenant, les ventes montent. Les fruits et légumes de saison. On a supprimé la tomate et la courgette bio dans 10 magasins il y a 3 ans, pendant tout l'hiver. Catastrophe. Catastrophe. Et je dirais même que les clients se sont même pas reportés. Moi, dans mon esprit, les clients allaient se reporter sur le non bio, le conventionnel. Donc c'était pas énorme. Pas du tout. Ça a été vraiment un refus du magasin. Ça a été le fait d'aller dans d'autres magasins se procurer les produits. Et ça a été un refus, et le refus qu'on le recevait, c'est Carrefour n'a pas à décider pour nous. Donc ça va se faire, ce projet va se faire. Mais c'est vrai qu'il faut une conjoncture entre la société prête à accepter et il faut que nous on le sente au bon moment. Et ça c'est ce qui est le plus dur. Dans notre métier, de sentir exactement si on est au bon moment. Je vais vous montrer un autre exemple. Vous voyez, ça c'est un produit consigné. Nous on croit beaucoup dans le fait qu'un jour, nous les consommateurs, on reviendra avec des emballages en magasin. On reviendra, ici c'est un pot Blédina, on a une 40aine de produits comme ça. On reviendra en magasin et vous récupérez votre consigne. D'accord? Comme ça se faisait dans les années 80. On y croit beaucoup. Vous croyez que ça cartonne aujourd'hui? C'est hyper dur. C'est hyper dur. Hein, il faut tenir la barre. Le projet tient, c'est compliqué. La TVA, vous voyez quand quelqu'un me vend ce produit, quand Blédina me vend ce produit-là, il vend un produit avec une TVA. Mais moi, quand il est consigné, j'ai un contenu avec une TVA et un contenant sans TVA. En fait, tous les systèmes, rien n'est prêt. Rien n'est prêt. Il faut tenir le cap et un jour, vous savez pas pourquoi, la société sera prête à l'accepter. Et quand elle est prête à l'accepter, c'est un accélérateur extraordinaire. Les preuves. Regardez C'est qui le patron. Regardez quand on a lancé la marque C'est qui le patron. On l'a lancé au moment de la crise du lait. Au moment où les Français étaient conscients du sujet du lait. Et boum, ça a cartonné tout de suite. Bien au-dessus de ce qu'on imaginait. Avec Nicolas Cheban, on a imaginé 8 millions de litres. On en a vendu 100 millions. Il y a des projets comme ça. Regardez les paniers Too Good To Go. Quand on lance Too Good To Go, c'est une toute petite boîte. C'est un tout petit truc. On le lance, ça cartonne. Ça marche bien. Il faut être là au bon moment. Et ça, c'est la clé du succès. Et pour revenir à nos fameux sacs en coton, moi aussi, comme vous et Thomas, je pense que nous, on est persuadés qu'un jour, les clients, ils viendront avec ça. Mais on a aujourd'hui beaucoup de réticences. Hein, et notre métier, et là, on est là pour apprendre un métier. Ceux qui veulent faire ce métier-là, ceux qui veulent être dans ces démarches de responsabilité sociétale, vous devez être visionnaire. Pour être visionnaire, c'est simple, faut écouter un peu les bruits faibles. Et 2, faut être déterminé. Faut être méga déterminé, faut être convaincu. Et il faut réussir à convaincre sa direction générale à tous les niveaux que ça va passer. Peut-être Thomas, tu peux nous expliquer un peu la conviction que tu as dû faire preuve pour les machines qui récupèrent les bouteilles en plastique. Ouais, merci Bertrand. C'est vrai, alors là on a un sujet, donc juste je reviens un tout petit peu sur ce sac. Parce que derrière le sac, on a aussi le sujet du apporte ton contenant. Ça, c'est un sujet qu'on a lancé il y a 3 ans. En 2019, on lance apporte ton contenant. On permet à tous nos clients de venir avec leur propre contenant en magasin. Ça fait un carton. Tout le monde nous dit que c'est une excellente idée. Et en magasin, aucun client ne vient avec son propre contenant.
Et donc nous, on est obligé de se battre parce que on est déterminé, on y croit, mais nos magasins font les efforts de mettre en place le projet, mais on n'a pas de clients qui viennent avec leur contenant. Donc on est en train de réfléchir à maintenant comment est-ce qu'on va encourager le client à venir avec son contenant et essayer de le fidéliser. Donc on va lui proposer 10 centimes de réduction quand il va venir avec son contenant. Et donc c'est aussi ça, c'est être déterminé, mais c'est y croire bien sûr, et c'est toujours faire évoluer son projet jusqu'à temps que ce soit vraiment un succès. Mais non, mais c'est un très bon exemple, apporte ton contenant. Quand on lance apporte ton contenant, d'abord, tout le monde nous dit que c'est pas possible, pour des raisons sanitaires. Si les gens viennent avec leur propre Tupperware en magasin et qu'on leur met un steak haché et qu'il y a une infection, qu'est-ce qui va se passer? On le fait quand même. On tente, donc on passe la barrière un peu juridique. La DGCCRF est pas trop pour. C'est pas grave, on le fait quand même, on tente. On est 100% convaincus. Mais d'un seul coup, tous ceux qui nous ont dit qu'ils le feraient, eh ben ils le font pas. En fait, c'est comme si je vous demandais à tous si vous êtes prêts à venir avec votre contenant. Tout le monde lève la main, mais dès que vous arrivez en magasin avec vos deux mains sur le caddie, eh ben là, j'en perds déjà 80%. Et moi, si j'ai pas les clients derrière moi, eh ben j'avance pas. Il faut bien comprendre que si vous voulez faire ce métier, le métier en B2C, en tout cas comme nous on le fait consommateur, il faut être super proche des clients. Il faut aimer les clients. Il faut aimer la population française. Mais quand je dis aimer, il faut vraiment être dedans, quoi. Et nous, on a créé un club qui s'appelle le Club des consommateurs engagés. C'est un club qu'on gère sur WhatsApp, sur Facebook, etc., et qui nous permet de toujours rester très très proche des consommateurs, de les comprendre, parce que quelquefois, on peut se déconnecter complètement. Et se déconnecter complètement, ça veut dire ne plus comprendre les tendances et ne plus réussir à répondre aux différentes tendances. Sur le sujet de apporte ton contenant, vous imaginez que on est obligé de rémunérer le geste? On est obligé d'arriver à se dire je dois rémunérer le geste. Oui. Allez-y, ouais. Ouais. Bah c'est quelques. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est quelques centimes. Et nous, si par exemple je vous dis vous venez avec votre contenant et je vous donne 1 centime, vous venez? Vous voyez? Mais c'est à peu près l'économie faite sur le sac plastique, elle doit être de 0,01 centime. J'y crois. Imaginez si tout le monde vient avec son contenant, on n'achète plus de sacs plastiques. Et là, on fait des économies de millions d'euros. Voilà, il faut le faire. Il faut le faire et vous nous encouragez. Et après, vous le dites, vous faites un Instagram et vous le mettez sur les réseaux sociaux. Et comme ça marchera peut-être un jour. Par une vendeuse. Eh ben, si vous faites ce métier, il faut vous habituer à être critiqué. Quand vous faites ce métier, il y a 50% des gens qui trouvent que ce que vous faites c'est bien. Et il y a 50% qui trouvent que ce que vous faites c'est complètement con. Et il faut s'habituer aux 50% qui trouvent que c'est con. Et il y a toujours aussi 80% qui pensent que vous faites pas assez. Et dans la salle ici, vous êtes 80% à penser qu'on va pas assez loin. Et qu'on devrait faire beaucoup plus de choix, et qu'on devrait aller beaucoup plus loin, etc. Et c'est sûr. Donc quand vous faites ce métier, il faut juste être conscient de ça. Et se dire que vous serez soumis à la critique. En s'exposant comme ça devant vous, on se soumet à la critique. Mais une chose est sûre, c'est qu'on avance. Et que personne ne peut nous dire qu'on fait rien. Mais quand vous postez quelque chose de positif, vous serez soumis à la critique. Ouais. Venez, parce que là, franchement, c'est pas facile. Là, c'est pas facile. Prenez un micro. Asseyez-vous, parce qu'il y a de la place. Vous m'entendez? Ouais. Mais allez-y, asseyez-vous là. Non. Je voulais vous demander, en tant que grand distributeur, est-ce que c'est pas de votre responsabilité de sensibiliser et d'informer sur ces sujets de développement durable? Parce qu'en fait, la plupart de vos consommateurs, sur le sujet des tomates, par exemple, ils sont peut-être allés ailleurs, mais peut-être parce qu'ils sont pas éduqués, peut-être qu'ils savent pas que les tomates, c'est pas produit en hiver, par exemple. Est-ce que vous pourriez pas faire un regroupement avec, par exemple, Leclerc, Système U, pour justement décider d'arrêter ces produits qui sont pas de saison,
pour pouvoir derrière sensibiliser. Et si c'est un regroupement, vous n'allez pas perdre de part de marché. Ben, on a un bon outil de sensibilisation, c'est-à-dire qu'il y a un outil qui est le goût et le prix. Ça veut dire que quand vous allez dans un magasin aujourd'hui, par exemple, vous allez avoir, dans les fruits et légumes, vous allez avoir produits de saison. En dessous, vous aurez les produits de saison. Et bien, les produits de contre-saison, vous allez les voir plus loin. Généralement plus chers et moins bons hors saison. Et donc, ce serait ça la sensibilisation idéale. C'est pour ça que le consommateur, il comprenne que pourquoi il fait une ratatouille à Noël. Parce que vous savez que c'est ça le sujet. Le sujet, c'est que vous cherchez vos menus et vous mettez ratatouille à Noël. Une fois, j'étais dans une assistance où tout le monde me disait que 50% des clients cherchaient tous les légumes du couscous. Ils les cherchaient au mois de décembre. Parce que le couscous, c'est le plat numéro 1 en France. C'est ça, à ça qu'on est confronté. Vous avez sur votre liste de courses ratatouille. Et moi, Carrefour, j'arrive pas à vous fournir l'aubergine nécessaire, la courgette, etc. Et bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire que je suis un magasin pourri et que ça marchera pas. Si tout le monde ne propose pas de ratatouille, à un moment, le consommateur va comprendre que c'est. Je suis d'accord. Il faut que nous, on arrive à accompagner le consommateur pour que le consommateur il comprenne que, oui, la ratatouille n'est pas le menu de l'hiver. Il faut qu'on arrive à ça. Mais nous, notre outil, c'est le prix, le goût, le produit. D'accord? Dès qu'on va mettre un message, je vous mets un message en magasin, un petit laïus, vous savez, les produits de saison, c'est mieux, etc. Combien l'ont vu? C'est incroyable. Vous seriez découragé. Parce que c'est la même chose. Nous, ce que l'on fait, c'est qu'on prend quelquefois, on discute avec des consommateurs sur le parking, d'écologie, etc. Et puis après, le consommateur vient et met les deux mains sur le caddie. Et puis là, tout change. Tout change. Je sais pas pourquoi, mais tout change. Et les choix sont tous différents. Les choix, c'est qu'est-ce que je mange d'habitude? Quel menu je vais faire? Vous savez qu'on a montré que les Anglais, c'est pas nous les Français, on est mieux, hein. Les Anglais, ils ont 7 menus. 7 menus. Et ils tournent sur 7 menus. Un Français, c'est une quinzaine de menus. Donc on va tourner tous sur 15 menus. Et on va pas varier, etc., etc. Et donc nous, on est confrontés à ça. Donc vous voyez, je pense que vraiment, il y a un travail d'éducation à l'alimentation qui doit se faire au plus jeune âge. D'ailleurs, on a signé avec tous les autres distributeurs un manifeste d'éducation à l'alimentation à l'école, pour qu'à l'école, on comprenne qu'un bon produit, c'est un produit de saison. Une ratatouille, ça se fait pas en hiver. Que les fruits et légumes, ils poussent dans la vraie terre, etc. Ça, on a besoin de ça. On pourra nous travailler, on pourra nous sensibiliser, enfin, accompagner si on a un minimum de sensibilisation. Et aujourd'hui, on ne l'a pas. Et je rejette pas la responsabilité sur quelqu'un d'autre, hein. On a notre part de responsabilité. Mais je suis en train de vous dire que ça, je n'y arrive pas. J'adorerais y arriver. Mais je n'y arrive pas. Ok, merci. C'est pas très Covid le passage de micro, mais bon, de toute façon, on n'a pas les masques, hein. Vous m'entendez là ou pas? Non, allez-y, essayez quand même. Là, ça va? Ouais. En fait, ce que j'identifie, c'est que les clients, ils vous suivent pas. Du coup, Carrefour, vous changez pas vous changez pas parce que les clients vous suivent pas. Mais est-ce que vous pensez pas que les clients qui ont compris, ils partent de chez Carrefour parce que la politique de Carrefour, elle est pas assez, donc ils vont ailleurs. Et donc, en fait, vous avez tout le temps les clients que vous attirez et les clients que vous n'attirez pas, ils vont ailleurs. Mais peut-être que si Carrefour prend des décisions fortes, vous allez garder les clients qui sont en train de changer. Et là, vous allez avoir une vraie démarche d'engagement parce que vous allez changer ceux qui sont pas encore dans la transition. Et finalement, est-ce que votre position en tant que directeur RSE, c'est pas de dire j'accepte peut-être que j'ai des décisions qui seront pas rentables pour le moment, mais en fait, dans 5 ans, vu que j'aurai été un des premiers, les clients, ils seront restés chez moi et dans 5 ans, ils vont consommer chez moi. C'est exactement ça notre métier. C'est pour ça qu'on a enlevé le plastique des fruits et légumes, ce qui était... Vous savez, les clients l'aimaient bien, le concombre en plastique, certains, hein. Ça se gardait bien longtemps à la maison, hein. Donc il y a des clients qui adorent ces types de produits. Et donc c'est prendre des risques. Vous savez, quand vous mettez quand vous mettez un lot de 6 pommes dans un carton, ça vous coûte plus cher, hein. Donc vous prenez un risque. Quand c'est 6 pommes, ça va. Quand c'est 10 millions de pommes, c'est beaucoup. Donc en fait, il faut savoir prendre des risques, mais sur les sujets sur lesquels vous sentez qu'il y a quand même un petit appétit, quoi. Vous n'allez pas directement à l'échafaud. Alors après, il y a des sujets sur lesquels vous êtes un peu plus radical, mais par exemple, vous êtes plus radical quand il s'agit... Il y a des petits risques, vous allez voir, peut-être que c'est pas grand-chose pour vous, mais on a supprimé il y a 4 ans tout le plastique du linge de lit. Vous savez, le linge de lit, vous voyez les rayons là?
Eh ben, je peux vous assurer que nous, dans toute la distribution, tout le monde nous disait à nous deux, eh, vous êtes fous les gars. Tout le monde, tous les clients vont toucher le textile, vont tirer, et après, ce sera invendable vos produits. Donc le risque était énorme. Mais en fait, c'est pas vrai. Les gens, ils ont touché le tissu, ils ont tiré un peu, mais ça s'est quand même vendu. Et on a plein de résistances comme ça, donc que vous ne voyez pas, mais qu'on est obligé de faire face aux clients. Vous savez, on a enlevé le plastique des jouets à la marque Carrefour. Et il y a un jouet qui est très connu, qui est la tête à coiffer. Vous voyez, c'est pour les petites filles généralement. Enfin non, peut-être petits garçons aussi d'ailleurs, pardon. Mais c'est une fille avec des longs cheveux. Et en fait, la crainte en supprimant le plastique, c'est que tous les clients viennent toucher les cheveux, tirent les cheveux et que les cheveux viennent comme ça. Et qu'on vende plus du tout une tête à coiffer. Ça s'est pas passé. Ça s'est pas passé. Mais le risque était énorme. Parce que quand vous faites la commande du produit, que vous commandez 30 000 produits, et que ça arrive en magasin, si vous en vendez pas un, le risque est énorme. Donc vous avez raison. Je pense que en tant que responsable RSE, comme vous le serez, j'espère, en tant que dans votre métier, vous aurez à prendre les devants, à prendre des risques et à conduire le consommateur vers ça. Mais tous les combats ne peuvent pas être pris. Quelquefois, c'est trop tôt. Quelquefois, c'est pas prêt. Et quand c'est prêt, c'est magnifique. Et lorsqu'on supprime le sac bioplastique du fruit et légumes, celui où on a l'habitude de mettre notre kilo d'orange, de faire un nœud et de le mettre dans le caddie, et on le remplace par un sachet en craft. Donc là, c'est des millions de sacs de bioplastique, des milliers de tonnes de plastique supprimés. Et en face, des opérationnels en magasin qui nous disent les sacs se déchirent. Donc c'est une très très mauvaise idée. Et nous, on a pris des engagements sur des tonnes d'approvisionnement et on est confronté à ça. Et en général, ceux qui nous donnent le vent de face, c'est 10-15%. Mais quand eux se mettent à se plaindre, c'est pour nous une résistance énorme. Et donc nous, il faut aussi qu'on puisse écouter et faire en sorte qu'on recueille les 80-90% de ceux qui sont contents. Donc c'est aussi ça notre job. Mais vous voyez ici là, ça c'est un shampoing solide. Vous utilisez le shampoing solide vous? Ouais, et j'ai que des écolos quand même ici, hein, c'est bien. Et vous imaginez que si on y croit tous là, on pourrait imaginer qu'on supprime tout le shampoing liquide. Vous imaginez ça? Ben ça, on peut le faire. Ça, on peut le faire. Des transformations comme ça, on peut les faire. On peut les faire si on y croit. Donc comment faire? Pour l'instant, aujourd'hui, vous imaginez, j'ai ma petite référence de là, Carrefour shampoing solide. Vous voyez comme c'est petit? Vous voyez comme les shampoings sont grands? Vous voyez comme dans mon rayon, ils sont tout partis, ils sont dispersés? D'accord? Et ben ce que je vais devoir faire, c'est de créer une transition. En mettre plus, les mettre peut-être à un autre endroit, tester, que le consommateur il s'y adapte, etc., etc. Mais un jour, il faut rêver à ça. Un jour, il faut rêver qu'on n'aura plus de shampoing liquide et qu'on sera tous passés à différents shampoings solides. Mais ce choix radical, vous me parlez de choix radicaux, vous pouvez pas le faire. Il faut accompagner le consommateur, il faut que lui soit prêt, il faut que lui se dise, bah non, c'est bien, c'est pareil, etc., etc. Moi, je vous garantis, c'est pareil. D'accord? Mais ça va pas être facile de faire passer tout le monde à cette même idée. En termes de quoi? Peanuts. Vous avez 60 ans d'habitude derrière d'acheter une bouteille de shampoing Elseve de L'Oréal ou une fois j'ai lancé une bouteille de, je l'ai pas ici, la bouteille de lait je l'ai pas ici. Hein. Une fois j'ai lancé une bouteille de Head & Shoulders grise parce que c'était un plastique qui était entièrement recyclé. Et la bouteille de Head & Shoulders elle était au même prix que la bouteille de Head & Shoulders blanche. Et c'était il y a 6 ans. Et je me vois encore dire au patron de Procter & Gamble, vous inquiétez pas, Carrefour, on va tout vendre. Parce que blanc ou gris, ça reste du shampoing. J'ai pas vendu. Juste pour la couleur grise. Je les ai vendus à moins 50%. Et à moins 50%, j'ai pas réussi à tout vendre. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Et c'est quand même ça notre métier. Et moi, je rêve de les emmener vers ça. Vous savez, en ce moment, j'ai une bouteille, vous pouvez la voir à notre stand, j'ai une bouteille de lait qui est grise. Elle est grise parce qu'elle est 100% à partir de plastique recyclé, de PET recyclé. La bouteille de lait grise, je peux vous assurer, dans votre famille, vous la mettez sur la table et on vous demandera, elle est où la bouteille de lait?
Vous direz, elle est là. Ben non, non, ça c'est du white spirit. D'accord? Et vous allez voir, la bouteille blanche, elle est tellement dans notre inconscient qu'il faut réussir à faire cette mutation. C'est énorme. En fait, ce chemin est énorme. Et avant de faire ce métier-là, j'en avais aucune idée de ce schéma mental énorme qu'il y a à faire. Oui. Vous avez raison. Vous avez raison. Je pense vraiment que si on parle de ça, c'est ça? Je pense que ça, c'est un nouveau produit. Mais ce qu'il ne faut pas faire dans notre métier, c'est cornériser, c'est de cornériser ce produit-là et de le laisser consacré uniquement aux gens avertis. Tous ceux qui ont levé la main là, vous allez en acheter. Mais après, vous serez mes clients. Mais après, je ne vais pas agrandir la quantité de clients. À un moment, vous serez tous équipés, tous convaincus, mais je ne vais pas agrandir ce panel. Ce qu'il faut réussir, c'est que la personne qui a écrit shampoing sur sa liste, elle dit, ah ouais, tiens, le solide. En fait, elle est cette transition. Vous voyez la banane bioéquitable, là, on en vend 1 sur 3 à nous. Et 1 sur 3, ça veut pas dire qu'il y a un tiers d'écolo chez Carrefour. Ça veut dire que, en fait, notre banane, elle est juste à côté de la banane conventionnelle. Et quand vous arrivez, vous avez écrit banane sur votre liste, vous arrivez, banane conventionnelle, banane bioéquitable, et puis notre bioéquitable, elle est vendue par main de 5. Et pas vendue au kilo. Donc en fait, au niveau du prix, vous tenez à peu près le prix, le produit. Et les clients passent sur la banane bioéquitable. Vous voyez, c'est ténu, mais si vous vous dirigez vers ces métiers-là, un conseil que je peux vous donner, c'est que même si c'est pas votre fibre, le commerce, etc., il faut utiliser ce que l'entreprise sait le mieux faire. Nous, Carrefour, on est un acheteur et un vendeur à la grande consommation. Et donc, il faut utiliser ce processus-là pour changer les choses. Et pas essayer de se dire, je vais couper. Ah, je coupe. Non, non, je coupe pas. Je suis dans un process d'achat et de vente et j'améliore ce process-là. J'améliore ma relation client, je change et je change avec les clients. Ouais. Ben oui, c'est sûr. Et qui a déjà existé. Mais vous savez, là vous parlez d'une époque d'avant les années 60. Et c'était quand même, on était quand même beaucoup plus écolo. On était local, on avait des shampoings solides, on faisait de la consigne. Et moi je me bats pour retourner la consigne. Et c'est un boulot dingue. En fait, il y a eu la consigne, il y a eu la disparition de la consigne, il y a eu l'optimisation des processus, et maintenant, vous revenez en disant « Ah, en fait, on revient à la consigne ». C'est chaud, hein? Oui, il y a un sujet culturel. Nous, on voit bien en Espagne, par exemple, il y a des sujets qui fonctionnent très bien. En France, ça fonctionne très bien. Il y a une culture du pays. Vous voyez, le produit, c'est qui le patron? Le lait, c'est qui le patron? Je l'ai exporté en Espagne, en Italie et en Belgique. En Espagne, j'y arrive pas. En Italie, j'y arrive. En Espagne, j'y arrive pas. Je suis pas là au bon moment. D'accord? En Belgique, j'y arrive pas parce que les produits Fairtrade sont très puissants. En fait, dans chaque pays, il faut comprendre. En fait, il y a une méthode qui s'appelle la méthode des utopies. En fait, les pays, chacun de nous, on a des utopies en tête. Par exemple, les Anglais ont l'utopie du bien-être animal absolu. C'est-à-dire qu'on tue aucun animal, on devient tous végétariens et on ne devrait pas avoir tué d'animaux pour manger. Et ça, c'est très fort chez eux. C'est un peu moins fort chez nous, mais ça l'est. En fait, tout le monde a des utopies différentes. Et donc, nous, on doit jouer avec ça. On doit jouer avec ça. Par exemple, l'utopie du bien-être animal, elle est arrivée en France il y a 4-5 ans. Ce qui fait qu'on a pris les engagements hors cage, œufs hors cage, etc. Et vous avez vu, on a sorti un œuf de sexage innovo. Vous savez ce que c'est que le sexage innovo? Ouais, vous connaissez le sexage innovo? Voilà. C'est ça. En fait, pour faire ces œufs-là, j'ai besoin d'une poule. Bon, pour l'instant, c'est bon ou pas? Bon. Thomas, c'est bon? Pour faire cette poule, j'ai besoin d'un œuf.
C'est bon là, toujours? Mais cet œuf-là, il va faire 50% de temps une poule, 50% de temps un mâle. Le mâle, on en fait quoi? On les broie. Donc nous, quand on a su ça il y a 3-4 ans, on s'est dit que ce sujet-là allait devenir un sujet très émergent, notamment en Angleterre, en Belgique et en France. Et c'était déjà un sujet émergent en Allemagne. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé une gamme de produits qui sont sexés innovo. On a connu le sexe dans l'œuf, ce qui permet de sélectionner les mâles et les femelles bien avant qu'ils naissent. Et c'est une technologie allemande, parce que les Allemands ont 2 ans d'avance sur ce sujet-là. Et donc on a pris la technologie allemande, on l'a mis en France, et maintenant c'est devenu obligatoire, je crois pour 2023-2024, c'est devenu une obligation. Donc vous voyez, c'est ça le changement. Il faut le faire au bon moment. Certains pays sont en avance, nous on importe le sujet. Enfin, c'est en pleine mutation. Par contre, il faut être à l'affût de tout ça dans tous les pays du monde. Et il faut être à l'affût de toutes les petites tendances de consommation. Oui, voilà, j'en ai fini, je crois. Est-ce qu'il y a des questions? Une dernière question? Adjugé? Vendu? Merci beaucoup, merci à tous. Et puis, Merci j'espère beaucoup. que vous serez des combattants de la RSE future. Et merci à Thomas pour son job. Une action par semaine, c'est chaud. C'est chaud.